Alain Kickel, bonjour. Oui. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Bonjour à vous, hein, et puis je vais le faire bien sûr, mais avant je voulais vous souhaiter des bonnes fêtes, puisque comme le décor le situe, on est pas loin de Noël, voilà. Moi j'ai été éducateur spécialisé à l'EPSMD de Prémontré toute ma carrière, et j'ai eu 2 temps, je vais dire, dans cette longue carrière de 40 années et plus. J'ai fait 20 ans chez les adolescents et une vingtaine d'années, un peu moins, chez les adultes. Voilà. Donc la rencontre avec la psychiatrie, mes parents y travaillaient, on habitait près du centre hospitalier, donc ça s'est fait, je vais dire naturellement, par le contact régulier au sein de la famille et même à l'extérieur avec des personnes qui y travaillaient, quoi, déjà. Voilà. Le choix d'être éducateur, après, c'est vrai que ça a été déterminant, puisque dans un hôpital, à l'époque, hôpital psychiatrique, il y avait quand même des différentes carrières qu'on pouvait choisir. On pouvait choisir d'être dans les services techniques, hein, puisqu'il y a tous les services qui sont dispensés à Prémontré, de la restauration à l'entretien. Il y avait le plus gros des troupes, c'était l'infirmier, avec un centre de formation sur place. Et plus tard sont venus les éducateurs, d'abord éducateurs spécialisés, ensuite quelques éducateurs techniques. On parle de quelle année quand vous dites plus tard? Alors plus tard, disons que l'hôpital psychiatrique par lui-même, il existe depuis la fameuse loi de 1838, où chaque département, à part la région parisienne, s'est vu doté d'un lieu d'accueil départemental pour la psychiatrie, dédié à recevoir toutes les personnes ayant des troubles psychiatriques. Donc c'est-à-dire de 38 jusqu'à 68, cet hôpital a vécu sous ce modèle-là, en autarcie, avec, on le sait, des doubles personnels, soit des bonnes sœurs à l'époque, de ce qui racontaient les personnes, ou soit des gardiens. Donc c'est autour de, après moi j'ai pas exactement les dates, du diplôme, de la reconnaissance du métier d'infirmier, où là ça a commencé à changer le profil des professionnels qui y travaillaient. Et donc on arrive dans ces années 68, avec un médecin venant de la région parisienne, comme beaucoup à l'époque, puisqu'il y avait une proximité quand même de la région parisienne, Paris même, et qui embauche des éducateurs spécialisés. Voilà. En plus des infirmiers, ils créent même des postes à l'époque qu'on appelait pédagogues, des gens qui étaient infirmiers, qui avaient l'intention d'utiliser des médiations, soit scolaires, soit techniques, pour accompagner les personnels. Donc à titre personnel, comment est-ce que vous avez rencontré le champ de la santé mentale? Vous en avez un peu parlé, mais vous pouvez peut-être y revenir. À l'époque, dans l'enfance, je veux dire, voilà, l'adolescence, le Prémontré, il y avait pour les gens qui ne travaillaient pas, il y avait une crainte, une peur. Pour les personnes qui travaillaient, il y avait une très proche, une proximité, voilà, parce que il y avait des patients qui prenaient à l'époque le bus, qui se déplaçaient. Il y avait toute des patients qui rendaient service à la commune de Prémontré. Il y avait malgré cet enfermement qu'on pourrait imaginer loin de tout, il y avait comme ça une circulation pour certains patients. Donc voilà, après, c'est vrai que c'était pas non plus un lieu qui pouvait faire peur, quoi. Moi, j'y suis rentré au départ dans un pavillon, comme beaucoup ça se faisait, sans formation, en sortant des études. On était embauché à condition qu'on entame des études justement d'éducateur ou d'infirmier. Le premier contact avec le patient, ça se faisait par l'intermédiaire des gens qui y travaillaient, qui nous initiaient, qui nous formaient, on va dire, sur le temps du métier à exercer. C'est une rencontre. D'accord. Donc, bien des années plus tard, parce que vous êtes essentiellement interrogé à ce titre-là, c'est créé le CAREPS. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur les origines du CAREPS?
Donc pour cette histoire donc, de formation sur l'auteur, c'est vrai que dès l'instant où aussi, ce qui faisait la différence avec les formations infirmières qui se passaient sur place, le fait déjà d'aller en formation, soit c'était Amiens, soit c'était Reims, Lille, Nancy pour certains, c'est vrai que ça entrevoyait des approches professionnelles différentes. En plus, cette formation d'éducateur, on ne formait pas que des éducateurs pour la psychiatrie, on formait aussi les professionnels qui travaillaient dans le médico-social, voire le social pour certaines écoles, centres de formation. Donc on commençait déjà à percevoir que malgré une population qui était un peu différente, on va dire, de gamme, les approches pouvaient sembler les mêmes. Voilà. Et on travaillait sur du droit, sur de l'approche pédagogique, dans des UV, des unités de formation qu'il fallait valider au fur et à mesure, et notamment par exemple la découverte de Maria Montessori, avec ses méthodes, ses pédagogies appliquées, adaptées à des enfants. Voilà, donc il y a des rencontres comme ça qui n'auraient pas pu se faire, je pense, si on était resté sur le site de l'EPSMD. J'ai entendu parler aussi de Michel Foucault, l'histoire de la folie. Donc voilà, on baigne quand même dans un milieu interactif, culturel, on va dire, d'échanges de pratiques professionnelles, et on voit, déjà on pouvait pressentir l'approche du CAREPS bien des années plus tard, sans y mettre de mots au départ. Le fait est que ces échanges avec des assistantes sociales, des éducateurs qui travaillent dans le médico-social, voilà, nous renvoyaient des choses un peu différentes de ce qu'on vivait sur place quand on revenait, puisque c'était des formations en alternance. Il y avait une semaine d'école, 3 semaines de travail sur le site de l'EPSMD. Voilà, de coup, on percevait les choses un peu différemment et l'approche du patient un peu différente à chaque retour de formation. Surtout avec les ados qui étaient pris en charge à l'époque et pour lesquels on imaginait très bien des choses comme une insertion, à l'époque on appelait dans le social, c'est-à-dire les faire aller à l'école, aller dans les clubs sportifs, dans les activités culturelles. Et c'est là que s'est posé quand même pour les médecins, la question de l'isolement de Prémontré, c'est moins de moyens de communication, et justement ce bain qui manquait pour l'immersion des adolescents dans les activités ordinaires avec dans le droit commun. Oui. Quelles sont les missions du CAREPS qui donc a été créé en tant que CAREPS assez récemment, il y a quelques années? Alors oui, les missions du CAREPS telles qu'elles sont définies actuellement dans les statuts qu'on a été déposés à la préfecture, pour dire le CAREPS, pour rappeler ce que c'est que le collectif actionné de réflexion et d'échange sur les pratiques psycho-socio-éducatives. Voilà, elles étaient déjà bien pratiquées avant ce point, on va dire, de genèse. La mission de l'éducateur, qui travaille justement dans l'accompagnement social, d'insertion, de réinsertion, de réhabilitation, nous fait aussi côtoyer d'autres professionnels, comme je le disais tout à l'heure, avec lesquels on était déjà en lien. Les nouveaux partenaires, on va les situer, sont la justice, parce qu'il y a des problèmes aussi bien de santé mentale que des problèmes de justice. Il y a l'éducation nationale, qui est aussi un des partenaires, puisque justement par le biais de l'accompagnement vers des lieux scolaires de formation, on a rencontré aussi des professionnels de l'insertion professionnelle. On a rencontré des professionnels qui s'occupaient de la petite enfance. Voilà. Donc voilà, on a commencé à comprendre qu'on n'était pas dans la toute-puissance, dans le fait de s'occuper de tout, à tout moment, pour ces personnes qui nous sont confiées, mais qu'on pouvait très bien travailler avec d'autres. Et l'idée même du collègue avec qui on a vraiment posé les premières fondations de CAREPS, c'était de se dire qu'ils étaient peut-être mieux placés parfois pour répondre à des questions, ou à trouver peut-être même des solutions, plutôt que d'envoyer les gens vers la psychiatrie en pensant qu'on avait des recettes miracles ou des baguettes magiques. Simplement par le fait de discuter, parfois ils trouvaient eux-mêmes des solutions pour éviter ce parcours. Ou bien au contraire, le fait de pointer des choses faisait en sorte qu'on pouvait leur dire, voilà, il y avait un repérage plus facile
des troubles qui nécessitaient des soins plus aigus. Donc ce mouvement-là général de faire en sorte que tout le monde ne vienne pas envahir les centres de consultation ou les psychiatries, faisait qu'on pouvait aussi en amont faire ce qu'on pouvait appeler une prévention. Si ce n'est qu'on ne sait pas trop ce que c'est que la prévention en psychiatrie pour l'instant, du bien-être ou du mal-être. Donc voilà, donc le fait d'endiguer déjà au départ pouvait aider les professionnels qui nous entouraient dans un échange de partenariat et une mutualisation des pratiques. Donc l'idée sur des questions comme on a pu traiter lors de nos journées d'études, on voyait bien que c'était des questions transversales qui pouvaient être posées aussi bien dans des structures de médico-social que dans des structures d'éducation scolaire. Ouais, donc chacun avait à y mettre des mots, des pensées. Donc voilà, le CAREPS est né de cette volonté de chacun de participer. Ça a été renforcé, je pense, à travers les dernières circulaires ou lois concernant les conseils de santé mentale, qui ont rajouté, en plus des professionnels avec qui on travaillait d'habitude, l'ensemble des personnes qui avaient en charge des personnes souffrant de troubles psychiques, c'est-à-dire des bailleurs, de la gendarmerie, des élus. Et là, voilà, et les associations des parents. C'est là qu'aussi vient se greffer cette idée qu'on peut aussi travailler avec les parents et d'autres personnes qui sont des citoyens œuvrant dans cette pratique. En tant que président, quelle est votre fonction particulière au sein de l'association CAREPS? Donc sur la création, il y a eu un président qui est constitué normalement comme toute association presque avec un bureau. Au début, j'avais pas de fonction dans ce bureau. Au départ du précédent, donc pour le nommer, Monsieur Marc Laurent, j'ai succédé à la présidence. Voilà, par la volonté comme ça se passe dans toute association, du CA. J'avais déjà l'idée de mettre en lien les professionnels, puisque c'était quand même le cœur de mon métier, d'accompagner les patients dans l'ensemble de ces structures que j'ai déjà nommées tout à l'heure, et même les nouvelles, les SAPSA, les GEM. Voilà. Donc c'est cette volonté, cette idée, ces valeurs, je veux dire, qui me portaient, qui m'ont animé, pouvaient trouver tout à fait leur sens à l'intérieur du CAREPS. Et donc voilà, il y a eu une passation un peu logique. Donc ça a monté en puissance, puisque au départ, l'association n'avait que pour mission d'organiser une journée d'études. Mais très vite, on a été sollicité sur des demandes de formation, sur des demandes d'animer des groupes de travail. Donc sur la chaîne YouTube, sur laquelle on a commencé à enregistrer des conférences, et sur laquelle on a vu que ça pouvait être un outil aussi de communication vers d'autres professionnels. Voilà, donc c'est fait aussi l'époque, je veux dire à moins 2 ans, on a dû remanier l'ensemble de nos statuts, parce que désormais on pilote ce qu'on appelle les semaines d'information santé mentale pour le département, avec les associations de parents, les associations du médico-social et d'autres professionnels engagés sur la thématique de chaque année. Qu'est-ce qui fonctionne le plus simplement, qui pose le moins de problèmes dans l'organisation du CAREPS? Je disais que notre antériorité fait qu'on a un passif d'une bonne image, quoi. Et ça, c'est vraiment quelque chose de concret. Quand on parle du CAREPS, quand on se présente, voilà, il y a une assise. Et ça répond d'un autre côté à une demande, une volonté aussi du public, des professionnels, de participer aussi eux-mêmes à cette aventure. Ça, c'est vraiment intéressant. Quand on crée nos journées d'études, on trouve facilement des intervenants pour nos ateliers, des gens qui œuvrent localement.
Voilà, ça c'est l'image, une belle image qu'on peut avoir du Caresse. La chaîne vidéo YouTube est aussi un des éléments de transparence pour nos actions. Oui, la chaîne YouTube étant un héritage, quelque chose qui va rester et qui permet de constituer une vidéothèque pleine d'un savoir, donc accessible non seulement aux professionnels des secteurs que vous avez cités, et en même temps, pour certaines de ces vidéos, à un public plus large. Il y a notamment un court-métrage qui a été fait, un court-métrage de prévention qui s'adresse aux adolescents, et il y a aussi un certain nombre de vidéos qui s'adressent vraiment au grand public. C'est pour ça d'ailleurs qu'on rencontre de plus en plus des personnalités publiques qui ne sont pas du sérail psy ou social, et qui sont là pour nous apporter leur éclairage dans un domaine de compétences qui leur est propre. Bon, est-ce que vous pouvez nous dire maintenant, disons que vous nous parlez des choses qui fâchent, c'est-à-dire des principales difficultés rencontrées dans l'exercice de vos missions au CAREPS? Moi je veux dire, je reviendrai un peu sur l'histoire de la carrière. On s'aperçoit très vite que quand on est confronté à des personnes qui souffrent mentalement, ce qu'on appelle maintenant les troubles psychiques, la recette, la baguette magique, elle n'est pas du côté uniquement de la psychiatrie. Elle est dans ce partage des personnes. Voilà, on a médicalisé sous le modèle hospitalier traditionnel, alors que la psychiatrie, ça a besoin d'humain, ça a besoin de vivre dans la cité, ça a besoin de partage. Les familles ont un rôle à jouer, l'éducation nationale, les centres de formation, le médico-social, le social, les médecins généraux, spécialistes, tout un chacun a son... La personne, elle n'est pas propriétaire d'une corporation ou d'une discipline. Et c'est là où parfois on a du mal encore à faire passer l'idée de la mutualisation. Chacun voulant ce qu'on appelait à l'époque la patate chaude. On a un souci, on pense que l'autre est meilleur que nous, on va lui confier totalement la tâche. Non. Donc la personne, elle va continuer à aller chez le coiffeur, elle va continuer à aller dans un bar, si elle peut être accompagnée, si elle a besoin. Voilà, elle va continuer sa vie, si elle peut aller à l'école, elle va pouvoir aller à l'école, si elle a besoin d'une formation professionnelle pour sa réhabilitation. Et voilà, ce travail-là, il n'a pas été toujours reconnu, il n'est pas encore admis. On fonctionne encore sur des corporatismes qui ont du mal, qui sont verrouillés parfois, sur des champs aussi de discipline. On rappelle que même dans les soins à la personne, on a aussi des écoles qui est des troubles cognitifs, les neurosciences, la psychanalyse. Voilà, donc voilà, il y a quand même encore beaucoup de corporatisme et on a beaucoup à apprendre des uns et des autres sur ce qu'on a appelé, nous, maintenant, dans une des missions du CAREPS, le travail de coopération avec les structures du médico-social, où on pourrait avoir des échanges de savoir avec le médico-social sur la prise en charge des troubles psychiques, sans dire que les uns ou les autres seraient plus à même de s'en occuper. Par quel biais le prendre? Voilà, il faut des lois, il faut des volontés. On est actuellement dans ce mouvement-là, j'espère qu'il va durer, que chacun ne va pas se replier sur lui-même avec les peu de budget qui restent peut-être à disposition. Voilà, moi je pense qu'on peut faire plus avec mieux. Oui, vous avez anticipé sur ma question, qui était effectivement de savoir ce qu'on peut faire, à votre avis, pour améliorer les choses. Moi, je crois à cette mutualisation. L'origine quand j'ai commencé à travailler, on ne travaillait pas avec les familles. Les familles, longtemps, ont été vécues par la psychiatrie parce que les familles, voilà, elles n'existaient, soit elles n'existaient pas, ou elles avaient d'autres lieux pour héberger leurs proches. Il y avait une réticence à travailler avec la famille. La famille venait pas en compétition, mais bon, souvent sans non plus les culpabiliser, mais on ne travaillait pas forcément avec les familles. Aujourd'hui, on est admis par les lois, puisqu'ils siègent maintenant dans les établissements, ils ont des postes dans les conseils de surveillance, dans les conseils de conciliation, ils ont toute leur place et on s'aperçoit que ça peut être un élément moteur. Moi, ce que je pourrais dire, c'est que tant qu'un patient a sa famille, a ses proches qui s'en occupent, c'est déjà une partie saine.
hein. Le pire, la position la pire, c'est la personne qui a été voilà, abandonnée, on va dire, voilà, parce que ses troubles étaient trop durs, parce que voilà, il s'est passé des choses à un moment donné, un abandon, une situation compliquée. Mais tant qu'il y a la famille et d'autres partenaires, on peut travailler. C'est ce que je vous dirais, comment faire en sorte de ce partage qui se régule de façon harmonieuse autour de la pratique, sans que les familles, les parents fassent un regard trop près voilà, sur les pratiques. Et en échange, le médecin doit respecter la famille et les recevoir au même titre que le patient quand ils ont la demande. Il suffit parfois de rassurer sur ce qui est en train de se passer, d'évoquer la façon dont ça risque de se passer, et de relayer sur des associations de parents qui peuvent aider les parents quand ça se passe. Mais évidemment, tout en reconnaissant quand les liens familiaux sont particulièrement toxiques, que parfois on a besoin aussi d'isoler pour la santé mentale des uns et des autres, et en particulier pour celle du patient, le patient de sa famille, parce que c'est parfois nécessaire. Bon. Ah oui. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de vos idées, vos remarques, vos envies ou vos préconisations pour l'avenir dans le domaine qui est celui qui vous préoccupe, à savoir celui de la santé mentale, et notamment pas seulement autour du CAREPS, mais aussi à partir de là. Bah, à partir de là, moi je pense que c'est bon dans le film. Moi j'ai une idée, peut-être après il faut l'exprimer, mais je me réfère aussi à Georges Canguilhem, qui a écrit du normal au pathologique. Je pense que la psychiatrie qu'on a sortie de l'asile en y introduisant du médical, a eu à un moment donné aussi à cette émancipation du médical. Voilà, il faut aussi revenir à une psychiatrie de la cité, ce qui a été fait par les alternatives aux soins. C'est-à-dire que le patient, on doit l'accepter, on doit l'accompagner là où c'est possible, dans une vie ordinaire. Il n'est pas, pour moi, ça serait un tort, actuellement on le ressent, de recréer des ghettos ou des endroits d'exclusion. Il y a même des revendications par des gens qui sont avant-gardistes de réclamer de nouvelles structures. Mais non. Enfin, pour moi, ça, c'est une erreur fondamentale. Les patients, ils doivent être pris en charge dans la cité par l'ensemble de la cité. Et ça, c'est difficile encore à mettre en œuvre. Je citerai cette expérience que j'ai eue quand j'ai eu à m'occuper, à accompagner un groupe d'adultes qui étaient fortement médiqués, qui avaient des passifs de psychiatrie de longue durée, qui avaient un handicap sans être dans des postures handicapées physiques, mais voilà, avec des démarches lourdes, compliquées, que j'ai accompagné en Belgique avec un collègue. On est rentré dans un café, les gens qui étaient dans la salle de café se sont levés, ont rassemblé des tables, ils ont mis des chaises à notre disposition, afin qu'on s'installe tranquillement, prendre un café. Les situations que j'aurais vécues ou que j'ai vécues en France, à l'inverse, les gens auraient refermé les chaises sur eux, rangé leur sac à main ou leur veste, et puis tourné la tête pour pas voir. Voilà, pour moi, ça a été crucial cette rencontre de dire, faut qu'on change cet état d'esprit. Il faut parler d'inclusion, comme ça a été fait dans les dernières années, d'intégration, et éviter. On l'a maintenant avec les SAMSA, on a la possibilité, on a des textes de loi maintenant pour l'accompagnement au travail. Moi, la difficulté d'accompagner une personne dans une recherche ou dans un retour à l'emploi, c'est qu'on avait nos missions qui s'arrêtaient aux portes de l'entreprise. Moi, j'ai vu une DRH me claquer la porte au nez quand j'accompagnais une jeune fille qui avait rencontré des difficultés sur son poste de travail. Quelle légitimité j'avais à rentrer dans le bureau? Aucune. Actuellement, par les biais des lois qui viennent de sortir, on peut accompagner la personne sur le lieu du travail. C'est une des missions. On peut aller discuter avec l'employeur. S'il faut réaménager le poste, s'il faut préserver certains moments pour que la personne puisse se ressourcer, on peut le faire actuellement. Voilà, on est dans ce mouvement-là, et en même temps, on dirait qu'on a des courants quand même
transversaux, voilà, et qui viennent encore réclamer des structures, des moyens, voilà, de l'isolement. Oui, la société produit une forme de mal-être et donc elle en est également responsable. Hein, le public précaire auquel vous faites allusion est un public issu de la même société qui produit des cadres supérieurs très dynamiques. Hein. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas seulement de dire que il faut maintenir une forme d'assistanat, c'est qu'il y a des gens qui ne sont pas en mesure d'intégrer la société de manière idéale, c'est pas pour ça qu'ils n'en font pas partie. Hein. Et du coup, en plus, quand on parle de patients là parfois très invalidés par leur pathologie, on parle aussi de patients comme monsieur, madame tout le monde, puisque par exemple les centres de consultation publique accueillent des monsieur, madame tout le monde qui sont bien plus insérés dans la société. Voilà, l'idée est finalement de ne pas dire qu'on est tous pareils, loin de là, de reconnaître les différences, et toujours en visant l'autonomie des personnes, l'autonomie des sujets, de permettre aux uns et aux autres de coexister. Il me semble que c'est un peu ce que vous dites. Tout à fait, oui, oui. Déjà de lever les inhibitions ou les craintes, les peurs, hein, voilà, face quand on se présente et qu'on s'occupe de malades mentaux, hein, leur permettre d'ouvrir les portes. Maintenant, après, à la personne de montrer ses capacités. Moi, j'ai discuté avec un chef d'entreprise qui est tout à fait en capacité de prendre en charge ces personnes. Lui, il m'a dit, voilà, après, son passif, son passé. Moi, si elle produit, voilà, j'ai une tâche à accomplir, il faut qu'il y ait un rendement X. Si elle est tout à fait capable de tenir le rendement, moi, après, qu'elle soit avec une étiquette psy, ça ne me regarde pas. Hein, voilà. Il en existe, il en existe fort heureusement. Voilà, il faut donner la chance à chacun. La société, c'est comme vous dites, il y a des petits, il y a des enfants, il y a des personnes âgées, et ben voilà, elle n'est pas uniforme, elle ne sera jamais uniforme. Il y aura comme ça, bien sûr, une élite, des gens qui seront plus adaptés, avec d'autres moins. C'est ce message-là qu'il faut faire passer, c'est un travail de tous les jours, c'est à recommencer tous les jours. Tous les jours, tous les jours. Bon, eh ben c'est un très beau mot de la fin. Alain Quiquel, on vous remercie. Ben, merci. Hein.